Un couple d'habitués de la chasse disparaît sans laisser de traces dans les profondes forêts de Sologne en octobre 2021. Pendant 2 ans, leur famille vit dans l'incertitude la plus totale. Puis, par un matin d'automne glacial, leur chien de chasse réapparaît seul devant la maison familiale, blessé, amaigri, portant autour du cou un objet qui va déclencher une découverte aussi choquante qu'inattendue. Ce que révélera ce retour miraculeux changera à jamais la perception qu'avait cette famille tranquille de leur paisible région et exposera au grand jour un réseau criminel qui opérait depuis des années sous couvert de la respectabilité provinciale française. Avant de continuer l'histoire de Jacques et Marie Durand, si vous appréciez les mystères troublants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous publions de nouveaux cas chaque semaine qui vous tiendront en haleine. Maintenant, retournons en Sologne pour découvrir comment tout a commencé. La brume matinale s'accrochait encore aux chênes centenaires de la forêt solognote quand Madame Simone Durand, 74 ans, poussa les volets de sa maison de pierre blanche. Le village de Saint-Laurent-des-Bois, avec ses 400 âmes et son unique boulangerie, s'éveillait lentement en cette fin octobre 2023. Simone vivait dans cette demeure familiale depuis 45 ans, une bâtisse du XVIIIe siècle, héritée de ses beaux-parents, située à la lisière de la forêt de Sologne. Cette région du centre Val-de-Loire, avec ses étangs miroitants et ses massifs forestiers à perte de vue, était le royaume de la chasse traditionnelle française. Ici, les familles se transmettaient de génération en génération l'art de la vénerie, la connaissance des bois et le respect des traditions cynégétiques. Les Durand ne faisaient pas exception à cette règle. Jacques Durand, le fils unique de Simone, avait grandi dans ces bois. Ancien vétérinaire de 53 ans aujourd'hui, il connaissait chaque sentier, chaque mare, chaque refuge de gibier dans un rayon de 20 kilomètres. Son épouse Marie, professeure des écoles de 42 ans, originaire de Tours, s'était passionnée pour la chasse après leur mariage. Elle avait appris à manier le fusil avec la même méticulosité qu'elle apportait à enseigner la lecture à ses élèves de CP. Le couple vivait dans une ferme rénovée à 3 kilomètres du village, une ancienne bergerie qu'ils avaient transformée en un cocon moderne, mais conservant tout le charme de l'architecture solognote traditionnelle. Leurs voisins les plus proches, les Moreau, exploitaient encore un élevage de moutons et fournissaient les meilleures rillettes de la région. Jacques et Marie formaient ce que l'on appelle un couple solide. Mariés depuis 15 ans, ils partageaient cette passion commune pour la nature qui les menait chaque week-end dans les bois, que ce soit pour la chasse en saison ou simplement pour de longues randonnées photographiques. Ils étaient membres actifs de la société de chasse locale, les Amis de Saint-Hubert, où Jacques tenait le rôle de trésorier et Marie organisait les repas de fin de battue. Leur compagnon fidèle dans ces escapades était Rex, un magnifique braque français de 6 ans au pelage blanc et marron caractéristique de la race. Ce chien, dressé par Jacques lui-même, était réputé dans toute la région pour son flair exceptionnel et son obéissance parfaite. Rex était plus qu'un simple chien de chasse. C'était un membre de la famille à part entière, dormant près de la cheminée et accompagnant le couple dans tous leurs déplacements. Chaque année, Jacques et Marie célébraient leur anniversaire de mariage de façon particulière, par une chasse de 3 jours dans les parties les plus reculées de la forêt domaniale. C'était leur tradition, leur moment d'intimité loin du monde, une façon de renouer avec leurs racines communes dans ces bois qui les avaient vus tomber amoureux. La Sologne de cette époque était encore préservée du tourisme de masse, ces chemins forestiers connus seulement des initiés et des gardes forestiers. Les propriétés privées s'étendaient sur des milliers d'hectares, certaines appartenant à de vieilles familles aristocratiques, d'autres rachetées par de nouveaux riches parisiens en quête d'authenticité provinciale. Cette géographie complexe de propriétés publiques et privées, de zones interdites et de terrains libres, créait un labyrinthe que seuls les habitants de longue date maîtrisaient parfaitement. Le contexte social de la région était typique de la France rurale. Une population vieillissante,
Des jeunes partant faire leurs études en ville et revenant rarement, une économie locale reposant sur l'agriculture, la sylviculture et le tourisme cynégétique haut de gamme. Les relations entre habitants étaient tissées serrées. Chacun connaissait les affaires de ses voisins, et les secrets étaient rares dans cette communauté où 3 générations se côtoyaient quotidiennement. C'est dans ce cadre idyllique et paisible que Jacques et Marie coulaient des jours heureux, lui profitant de sa retraite anticipée après la vente de sa clinique vétérinaire, elle s'épanouissant dans son métier d'institutrice qu'elle adorait. Ils parlaient souvent de voyager davantage, peut-être d'acheter une petite maison secondaire en Dordogne, mais pour l'instant, leur bonheur se trouvait ici, dans cette Sologne éternelle qui semblait à l'abri des tourments du monde moderne. Rien ne laissait présager que leur vie tranquille allait basculer dans l'horreur, et que ces bois familiers, témoins de tant de moments heureux, allaient devenir le théâtre d'événements qui ébranleraient toute la région. Le vendredi 15 octobre 2021, Jacques se leva avant l'aube, comme à son habitude les jours de chasse. L'automne sologno était particulièrement beau cette année-là, les feuilles des chênes et des châtaigniers offrant une palette de couleurs dorées qui embrasaient la forêt. Marie était déjà debout, préparant les sandwichs et le thermos de café qui les accompagnerait durant leurs 3 jours en forêt. « Tu as pensé aux cartouches pour le fusil de Marie ?» demanda-t-elle à Jacques, qui chargeait leur vieux Land Rover Defender, le véhicule parfait pour les chemins forestiers accidentés. « Tout est dans le coffre, ma chérie. Rex, au pied !» Le braque français obéit immédiatement, sa queue battant joyeusement l'air frais du matin. Le chien savait reconnaître les préparatifs de chasse et trépignait d'impatience. Ils avaient prévu de commencer par la zone des Grandes Bruyères, une section de la forêt domaniale qu'ils connaissaient bien, avant de se diriger vers les étangs de la Tourne pour le 2e jour. Jacques avait obtenu tous les permis nécessaires et informé le garde forestier de secteur, M. Claude Morvan, de leur présence prévue dans ces zones. À 6h30 précises, ils quittèrent leur ferme. Marie avait laissé un mot pour la femme de ménage, Madame Paulette, qui venait tous les lundis, partie chasser jusqu'à dimanche soir. Rex avec nous. Bise, Marie. Ce petit bout de papier serait plus tard l'un des derniers témoignages de leur existence paisible. Le couple s'arrêta comme toujours chez Simone pour prendre le café et récupérer la carabine de chasse de feu Henri Durand, le père de Jacques, une chapuis qu'ils utilisaient pour les gros gibiers. Simone les embrassa tendrement, comme elle le faisait depuis 15 ans lors de ses départs. « Soyez prudents, mes chéris, et n'oubliez pas de m'appeler dimanche soir. » « Promis, maman, » répondit Jacques en chargeant la carabine dans le véhicule. « Rex va nous rapporter le plus beau sanglier de Sologne. Pas vrai, mon vieux ?» Le chien aboya gaiement, tournant en rond sur le gravier de l'allée. Simone leur donna un paquet de ces fameux sablés aux noisettes et une bouteille de cognac de Charente pour se réchauffer le soir au bivouac. À 7h15, ils quittaient Saint-Laurent-des-Bois par la départementale D922 en direction de la forêt domaniale. Paulette Girard, qui arrosait ses géraniums devant sa maison, les salua de la main. Ce fut le dernier témoignage visuel du couple dans le village. Vers 8h, ils croisèrent Michel Bouchard, un chasseur local qui revenait d'une battue matinale infructueuse. Michel témoignerait plus tard que Jacques et Marie semblaient de bonne humeur, que Rex était assis bien sagement à l'arrière du Defender et qu'il se dirigeait vers l'entrée forestière du pont des Muides. À 8h30, ils s'engagèrent sur le chemin forestier menant à leur zone de chasse habituelle. Le garde forestier Morvan, qui effectuait sa tournée quotidienne, nota leur passage dans son carnet de service. 8h35, véhicule Durand, épouse, plus chien, zone Grande Bruyère. Retour prévu dimanche soir. C'était la dernière trace officielle de Jacques et Marie Durand. Ce qui devait être un week-end de détente et de tradition familiale allait se transformer en mystère. Dimanche 17 octobre au soir, Simone attendit en vain l'appel promis. À 22h, elle téléphona chez eux. Pas de réponse. Inquiète mais pas encore alarmée, les chasseurs revenaient parfois plus tard que prévu, elle décida d'attendre le lendemain matin. Lundi matin, toujours aucune nouvelle.
Madame Paulette arriva pour son ménage hebdomadaire et trouva la maison vide, le mot de Marie toujours sur la table de cuisine. Elle appela immédiatement Simone, qui contacta aussitôt la gendarmerie de La Motte-Beuvron. Là commença une investigation qui allait révéler l'impossible. Un couple de chasseurs expérimentés, leurs chiens fidèles et leur véhicule tout-terrain avaient purement et simplement disparu de la surface de la terre, dans une forêt qu'ils connaissaient comme leur poche, sans laisser la moindre trace. Les premiers gendarmes sur les lieux trouvèrent bien le Land Rover, garé sur l'aire de stationnement du pont des Muides, exactement là où Jacques avait prévu de le laisser. Les portières étaient verrouillées. Les fusils de chasse avaient disparu avec leurs propriétaires, mais les provisions étaient encore dans le véhicule, ainsi que les vestes de rechange et les sacs de couchage. Curieusement, les clés étaient restées sur le contact. Les recherches commencèrent immédiatement. La gendarmerie de Haute-Loire mobilisa tous ses effectifs disponibles, rejoints par les pompiers de La Motte-Beuvron et de Salbris. Des équipes cynophiles vinrent de Tours avec leurs chiens pisteurs, et même un hélicoptère de la sécurité civile d'Orléans fut réquisitionné pour survoler la zone. Simone Durand vécut les premières 48 heures dans un état second. Sa maison, d'ordinaire si silencieuse, était envahie par un va-et-vient incessant. Gendarmes, voisins compatissants, journalistes locaux. Elle avait installé son camp de base dans sa cuisine, d'où elle ne bougeait plus, téléphone à portée de main, attendant des nouvelles qui ne venaient pas. « Ils connaissent cette forêt mieux que quiconque », répétait-elle aux enquêteurs. « Jacques y chasse depuis qu'il a 12 ans. Il n'y a pas un sentier, pas un fourré qu'ils ne connaissent. Et Rex ne se perd jamais. Ce chien a un sens de l'orientation phénoménal. » Le brigadier-chef Rousseau, qui dirigeait l'enquête, hochait la tête avec compréhension, mais au fond de lui, il commençait à échafauder des théories plus sombres. En 30 ans de carrière, il avait vu assez de disparitions pour savoir que même les plus expérimentés pouvaient être victimes d'accidents. Au bout d'une semaine de recherches intensives, les équipes avaient ratissé plus de 50 km² de forêt. Ils avaient exploré chaque ravin, chaque mare, chaque cabane de chasse abandonnée. Les chiens pisteurs avaient bien trouvé quelques traces olfactives près du véhicule, mais elles se perdaient rapidement dans la végétation dense, comme si Jacques, Marie et Rex s'étaient tout simplement volatilisés. La théorie officielle qui émergea progressivement était celle de l'accident de chasse. Peut-être qu'un des fusils était parti accidentellement, blessant ou tuant l'un des deux époux. L'autre aurait tenté de porter secours, se perdant dans l'affolement. Rex aurait suivi ses maîtres et aurait péri avec eux, quelque part dans un fourré inaccessible où les corps mettraient des années à être découverts. Cette explication rationnelle ne satisfaisait personne, surtout pas Simone. Elle connaissait son fils. Jacques était un homme méticuleux, un ancien vétérinaire habitué à manipuler des instruments de précision. Il ne commettait jamais d'imprudence avec les armes. Et Marie, malgré ses origines citadines, était devenue une chasseuse accomplie et prudente. Au bout d'un mois, les recherches officielles furent réduites, puis suspendues. Le dossier resta ouvert, mais sans nouveaux éléments. L'enquête piétinait. Les gendarmes continuaient de recevoir de temps en temps des témoignages de promeneurs qui pensaient avoir aperçu le couple ou le chien, mais toutes ces pistes se révélaient sans fondement. La communauté de Saint-Laurent-des-Bois était profondément affectée par cette disparition. Jacques et Marie étaient appréciés de tous. Lui, pour sa gentillesse et sa disponibilité quand il était encore vétérinaire, elle pour son dévouement auprès des enfants de l'école. Leur disparition créait un vide impossible à combler. Simone, elle, refusait d'abandonner. Malgré ses 72 ans et ses rhumatismes qui s'aggravaient, elle organisait des battues citoyennes tous les week-ends. Armée de son bâton de marche et accompagnée de voisins dévoués, elle arpentait la forêt, appelant « Jacques, Marie, Rex » jusqu'à en avoir la voix cassée. L'hiver 2021-2022 fut particulièrement difficile. Les fêtes de fin d'année approchaient et Simone ne parvenait pas à accepter l'idée de les passer seule. Elle avait toujours le couvert pour 3 à sa table, gardait la chambre de Jacques et Marie exactement comme ils l'avaient laissée.
nourrissait encore des espoirs que tout le monde autour d'elle commençait à abandonner. Philippe Moreau, le voisin éleveur, venait tous les jours s'assurer qu'elle allait bien. Sa femme Jacqueline lui apportait des plats cuisinés que Simone touchait à peine. Les habitants du village s'organisaient en silence pour veiller sur elle, comprenant qu'elle vivait un deuil particulier, celui de l'incertitude. Le plus dur, confiait-elle au curé du village, l'abbé Mathias, c'est de ne pas savoir. Sont-ils morts? Souffrent-ils quelque part? Ont-ils eu un accident? Ont-ils été enlevés? Mon esprit invente 1000 scénarios, chacun plus affreux que le précédent. L'abbé Mathias, homme de 60 ans qui avait vu passer bien des drames humains dans sa carrière, n'avait pas de mots de consolation miracle. Il se contentait d'être présent, d'écouter, de prier avec Simone quand elle en ressentait le besoin. Au printemps 2022, une nouvelle équipe de gendarmes reprit l'enquête. Le capitaine Sandrine Laurent, une femme de 45 ans spécialisée dans les personnes disparues, relança les recherches avec des moyens plus modernes, drones équipés de caméras thermiques, géoradars pour détecter d'éventuelles sépultures, analyse informatique des données de téléphonie mobile. Ces nouvelles investigations apportèrent quelques éléments troublants. Les téléphones portables de Jacques et Marie avaient cessé d'émettre vers 14h30 le samedi 16 octobre, dans une zone située à environ 5 km de l'endroit où avait été retrouvé leur véhicule. Cette zone, les fonds de Sologne, était constituée de marécages et d'étangs particulièrement dangereux. Il est possible qu'ils aient voulu changer de secteur de chasse, expliqua le capitaine Laurent à Simone. Peut-être ont-ils suivi une piste de gibier qui les a menés vers ces marécages. Un faux pas, et on peut s'enliser très rapidement. Les corps pourraient être ensevelis sous la vase. Cette théorie était plausible, mais elle aussi laissait des zones d'ombre. Pourquoi Jacques, qui connaissait les dangers de cette zone, y aurait-il emmené Marie? Et comment expliquer que Rex, avec son instinct animal, ne les ait pas prévenus du danger? L'été 2022 passa sans nouvelles révélations. Simone avait considérablement vieilli en quelques mois. Ses cheveux avaient de blanchi, ses rides s'étaient creusées et sa démarche était devenue plus hésitante. Elle qui était une femme si énergique semblait avoir perdu sa joie de vivre. C'est à cette époque qu'apparut dans sa vie un personnage qui allait jouer un rôle important dans la suite des événements. Thomas Leblanc, un nouveau garde forestier arrivé dans la région pour remplacer Claude Morvan, qui avait demandé sa mutation vers les Vosges pour raisons personnelles. Thomas était un homme de 35 ans, ancien militaire reconverti dans la protection de l'environnement. Grand, barbu, avec des yeux verts perçants, il avait quelque chose de rassurant qui plaisait à Simone. Il venait souvent prendre des nouvelles, l'aidait à porter ses courses, réparait les petits dysfonctionnements de sa maison. « Madame Durand, lui dit-il un jour d'août 2022, je connais cette forêt depuis peu, mais je l'étudie méthodiquement. Si vous le souhaitez, je peux organiser de nouvelles recherches avec des techniques que mes prédécesseurs n'ont peut-être pas utilisées. » Cette proposition redonna un peu d'espoir à Simone. Thomas semblait sincèrement déterminé à résoudre cette énigme, et sa formation militaire lui donnait des compétences que n'avaient pas les autres chercheurs. L'automne 2022 marqua le premier anniversaire de la disparition. Une cérémonie commémorative fut organisée à l'église de Saint-Laurent-des-Bois. Simone y assista, entourée de tout le village, mais elle refusa obstinément qu'on parle de messe de funérailles. « Ils ne sont pas morts », répétait-elle. Pas tant qu'on n'a pas retrouvé leur corps. L'hiver 2022-2023 fut encore plus rigoureux que le précédent. Simone tomba malade en février, une bronchite qui l'alita pendant 3 semaines. Thomas Leblanc prit l'habitude de passer tous les soirs, s'assurer qu'elle allait bien, lui apportant ses médicaments et ses courses. C'est durant cette période que Simone commença à se confier vraiment à lui. Elle lui raconta les habitudes de Jacques et Marie, leur lieu de chasse favori, les détails de leur dernière sortie que l'enquête officielle avait peut-être négligée. « Il y a une chose qui me tracasse », lui dit-elle un soir de mars 2023. « Jacques m'avait dit qu'il avait remarqué des mouvements bizarres dans la forêt les semaines précédant leur départ. Des véhicules qu'il ne connaissait pas,
Des gens qui se cachaient quand ils l'apercevaient. Ils plaisantaient en disant qu'il y avait peut-être des braconniers. Mais maintenant, je me demande... Thomas nota soigneusement ces informations. Il promit à Simone de mener sa propre enquête, en complément des recherches officielles qui s'essoufflaient. Le printemps et l'été 2023 passèrent dans cette routine de faux espoirs et de vraies déceptions. Simone vieillissait inexorablement, rongée par l'incertitude et la solitude. Elle avait refusé toutes les propositions de ses cousins de Tours qui voulèrent l'accueillir chez eux. « Je ne peux pas partir », disait-elle. « Et s'il revenait et que je ne sois pas là ?» Puis arriva octobre 2023, le 2e anniversaire de la disparition. Simone se préparait mentalement à affronter cette date symbolique, espérant secrètement que quelque chose, n'importe quoi, viendrait enfin apporter des réponses à ses questions. Elle ne se doutait pas que la réponse était déjà en route, sous la forme d'un chien squelettique qui luttait depuis des semaines pour retrouver le chemin de la maison. Le matin du 18 octobre 2023, Simone Durand se réveilla avec une sensation étrange, comme si quelque chose d'important allait se produire. Elle avait mal dormi, hantée par des rêves confus où elle entendait aboyer Rex au loin, dans la brume de la forêt. À 74 ans, elle n'était plus aussi alerte qu'autrefois, mais son instinct de grand-mère restait aiguisé. Elle se leva péniblement de son lit, ses rhumatismes lui rappelant cruellement son âge. Le temps était frais et humide, typique de l'automne sologno. Une brume légère s'accrochait aux arbres du jardin, créant une atmosphère presque fantomatique qui n'arrangea pas son humeur déjà morose. Comme chaque matin depuis 2 ans, Simone commença par préparer son café en regardant par la fenêtre de cuisine qui donnait sur l'allée de gravier menant à sa maison. C'était devenu un rituel, scruter cette allée dans l'espoir impossible de voir apparaître le Land Rover vert de Jacques et Marie. Vers 8h30, elle sortit pour aller chercher son pain quotidien chez Monsieur Beaumont, le boulanger. En ouvrant la porte, elle ne remarqua rien d'anormal. Ce n'est qu'en revenant une demi-heure plus tard qu'elle aperçut quelque chose qui la figea sur place. Là, couché contre le mur de pierre de sa maison, à côté du vieux banc en fer forgé où Jacques aimait s'asseoir pour nettoyer ses fusils, se trouvait une forme sombre qui respirait faiblement. « Mon Dieu !» murmura Simone, laissant tomber sa baguette de pain. La forme leva la tête et Simone reconnut immédiatement ses yeux marrons qu'elle connaissait si bien, même dans ce visage amaigri et blessé. Rex. C'était Rex, mais dans un état épouvantable. Le braque français, qui pesait autrefois ses 28 kilos, n'était plus qu'un squelette recouvert de poils. Ses côtes saillaient douloureusement sous sa peau, ses pattes étaient ensanglantées, et une plaie infectée marquait son flanc droit. Mais le plus troublant était son regard. Ses yeux qui autrefois pétillaient de joie et d'énergie étaient maintenant empreints d'une tristesse profonde, presque humaine. Simone s'approcha lentement, craignant que cette apparition ne soit qu'une hallucination née de son chagrin. Mais Rex remua faiblement la queue en la voyant approcher, confirmant qu'il s'agissait bien de la réalité. « Rex, mon pauvre Rex !» chuchota-t-elle en s'agenouillant difficilement près du chien. « Où sont-ils? Où sont Jacques et Marie ?» Le chien tenta de se lever mais retomba immédiatement, trop faible pour tenir debout. Simone remarqua alors qu'il portait encore son collier de chasse en cuir, mais celui-ci était maintenant trop large pour son cou décharné. Avec des gestes tremblants, elle caressa doucement la tête de Rex, sentant les os saillants sous la peau. Le chien ferma les yeux et poussa un gémissement qui semblait exprimer 2 années de souffrance contenue. Simone réalisa qu'elle devait agir rapidement. Rex était dans un état critique et avait besoin de soins médicaux urgents. Mais plus importante encore, sa réapparition après 2 ans signifiait forcément quelque chose. Ce chien était peut-être la clé du mystère qui hantait sa famille depuis octobre 2021. Elle réussit à porter Rex jusqu'à sa cuisine. Il ne pesait presque rien, et l'installa sur un coussin près du chauffage. Puis elle téléphona immédiatement au vétérinaire de Lamotte-Beuvron, le docteur Mercier, qui avait été l'assistant de Jacques à l'époque. « Docteur Mercier, c'est Simone Durand. Rex vient de revenir. »« Oui, le chien de Jacques.
Il est dans un état terrible. Il faut que vous veniez immédiatement. » Le docteur Mercier, un homme de 50 ans qui avait beaucoup d'affection pour la famille Durand, n'hésita pas une seconde. « J'arrive tout de suite, Madame Durand. En attendant, donnez-lui un peu d'eau tiède, mais très peu. Et surtout, ne le nourrissez pas pour l'instant. » En attendant l'arrivée du vétérinaire, Simone appela la gendarmerie. Le capitaine Laurent était en déplacement, mais le brigadier Dupont promit de venir dès que possible. Puis elle téléphona à Thomas Leblanc, qui était devenu son confident dans cette épreuve. « Thomas, Rex est revenu. Oui, le chien de Jacques. Il faut que vous veniez, s'il vous plaît. Je crois qu'il sait quelque chose. » Le docteur Mercier arriva en premier, sa trousse vétérinaire à la main et l'inquiétude marquée sur le visage. Quand il vit Rex, il ne put retenir un sifflement de surprise. « Mon Dieu, dans quel état! Comment a-t-il pu survivre si longtemps dans la nature ?» Il examina minutieusement le chien, prenant sa température, auscultant son cœur, palpant ses côtes saillantes. Rex se laissait faire docilement, comme s'il comprenait qu'on essayait de l'aider. Il souffre de malnutrition sévère, de déshydratation, et cette plaie au flanc est infectée depuis longtemps, diagnostiqua le vétérinaire. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est l'état de ses pattes. Regardez, elles sont blessées, certes, mais pas comme on s'y attendrait après 2 ans de vie sauvage. Ses blessures sont récentes, comme s'il avait parcouru une longue distance en peu de temps. Thomas Leblanc arriva quelques minutes plus tard, accompagné du brigadier Dupont. Les 2 hommes se saluèrent froidement. Ils ne s'apprécièrent guère, pour des raisons que Simone n'avait jamais comprises. « Madame Durand, » dit le brigadier Dupont, « je vais devoir emmener Rex pour examen. Il constitue potentiellement une pièce à conviction dans l'enquête sur la disparition de votre fils et de votre belle-fille. »« Attendez !» intervint le docteur Mercier. « Ce chien est dans un état critique. Le déplacer maintenant pourrait le tuer. Laissez-moi d'abord le stabiliser. » Pendant que les hommes discutaient de procédure, Simone resta près de Rex, lui murmurant des mots réconfortants. C'est en caressant son cou qu'elle sentit quelque chose d'inhabituel sous son collier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle. Elle souleva délicatement le collier de cuir et découvrit une petite plaque métallique qui y était attachée, dissimulée sous les poils épais du cou de Rex. Ce n'était pas la plaque d'identification habituelle. Celle-ci était grossièrement gravée à la main, comme si quelqu'un l'avait fabriquée artisanalement. « Docteur Mercier, regardez ça !» appela Simone. Le vétérinaire s'approcha et examina la plaque. Elle portait une série de chiffres gravés au poinçon. 47 miles 856, 2 6734. « Ce sont des coordonnées GPS », déclara immédiatement Thomas Leblanc, qui avait l'habitude d'utiliser ce type de données dans son travail forestier. Le brigadier Dupont sortit son smartphone et entra les coordonnées dans son application de cartographie. Son visage pâlit quand il vit le résultat. Ces coordonnées correspondent à un point dans la forêt domaniale, secteur des Fonds Noirs, à environ 15 km d'ici. Une zone que nous n'avions pas explorée lors des premières recherches parce qu'elle était considérée comme inaccessible. Un silence lourd s'installa dans la cuisine de Simone. Tous comprenaient l'implication de cette découverte. Quelqu'un avait attaché cette plaque au collier de Rex dans l'espoir qu'elle soit trouvée. Quelqu'un qui connaissait les coordonnées GPS d'un lieu spécifique dans la forêt. « Il faut y aller immédiatement », dit Thomas, déjà en train d'enfiler sa veste. « Attendez », l'arrêta le brigadier. « C'est une enquête officielle maintenant. Je dois contacter mes supérieurs et organiser une intervention en règle. Pendant que vous faites de la paperasserie, Jacques et Marie sont peut-être en train de mourir quelque part, » explosa Simone avec une véhémence qui surprit tout le monde. Thomas regardait la plaque métallique d'un air pensif. « Cette gravure, elle a été faite récemment. Vous voyez comme le métal n'est pas encore oxydé. Celui qui a fait ça l'a fait il y a quelques jours tout au plus. » Cette révélation électrisa l'atmosphère. Si la plaque était récente, cela signifiait que Jacques et Marie étaient peut-être encore vivants, qu'ils avaient trouvé un moyen de communiquer leur position. Rex, comme s'il sentait l'urgence de la situation, fit un effort surhumain pour se lever. Il se dirigea vers la porte en boitant, se retourna vers Simone et aboya faiblement. Le message était clair.
Il voulait qu'on le suive. « Ce chien essaie de nous dire quelque chose », murmura le docteur Mercier. « Dans mon expérience, les animaux qui ont vécu un traumatisme développent souvent des comportements très spécifiques pour communiquer. » Le brigadier Dupont était déchiré entre son devoir de respecter la procédure et l'urgence de la situation. Finalement, il prit sa décision. « Très bien, nous y allons, mais avec toutes les précautions nécessaires. Je préviens mes collègues et les pompiers. Si Jacques et Marie Durand sont quelque part dans cette forêt depuis 2 ans, ils vont avoir besoin de soins médicaux d'urgence. » L'expédition fut organisée en urgence. Le capitaine Laurent, rappelé de son déplacement, arriva dans l'après-midi avec une équipe complète, gendarmes, pompiers, équipe médicale, et même un maître-chien avec son berger allemand. Thomas Leblanc fut officiellement requis comme guide forestier, sa connaissance du terrain étant indispensable. Rex, malgré l'opposition du docteur Mercier, fut autorisé à accompagner l'équipe. Le chien semblait avoir puisé de nouvelles forces dans la perspective de retourner en forêt, comme s'il avait une mission à accomplir. Les coordonnées GPS les menaient vers une partie de la forêt que même Thomas connaissait mal. Les fonds noirs, une zone de marécages et de bois denses où peu de gens s'aventuraient. L'accès se faisait par d'anciens chemins forestiers, certains à peine praticables en véhicules tout-terrain. Le convoi s'ébranla vers 15 heures. 3 véhicules de gendarmerie, un camion de pompiers et le pick-up de Thomas. Simone avait insisté pour les accompagner malgré ses rhumatismes. « S'ils sont vivants, » avait-elle dit, « ils auront besoin de voir un visage familier. » Le trajet jusqu'aux coordonnées prit plus d'1 heure, les véhicules progressant lentement sur les chemins défoncés par les pluies d'automne. Rex, installé dans le véhicule de tête avec Thomas et le capitaine Laurent, montrait des signes d'agitation croissante à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt. « Il reconnaît les lieux », observa Thomas. « Regardez comme il scrute le paysage. » À 16h30, ils atteignirent le point correspondant aux coordonnées GPS. C'était une clairière naturelle, bordée de chênes centenaires, au centre de laquelle se dressait une ancienne cabane de charbonnier en ruine. L'endroit semblait abandonné depuis des décennies, mais Rex ne s'y trompait pas. Dès que le véhicule s'arrêta, il sauta dehors et se dirigea droit vers la cabane, aboyant faiblement mais avec insistance. L'équipe se déploya selon la procédure, périmètre de sécurité, reconnaissance des lieux, recherche d'indices. La cabane elle-même était effectivement en ruine, ses murs de pierre à demi écroulés, son toit de chaume depuis longtemps effondré. Mais le maître-chien et son berger allemand détectèrent rapidement quelque chose d'anormal. « Il y a des odeurs humaines récentes », annonça le maître-chien. « Mon chien marque un intérêt particulier pour cette zone. » Il désignait un côté de la cabane où les ronces avaient poussé de façon particulièrement dense, créant un mur végétal impénétrable. Thomas s'approcha et examina attentivement la végétation. « Ces ronces ont été coupées récemment », déclara-t-il. « Regardez, les coupes sont nettes, faites avec un outil tranchant. Et elles ont été disposées pour masquer quelque chose. » L'équipe commença à débroussailler méthodiquement. Au bout de 20 minutes, ils découvrirent une ouverture dans le mur de pierre de la cabane. Une sorte de soupirail qui avait été soigneusement camouflée. Rex s'agitait de plus en plus, grattant le sol près de l'ouverture et gémissant d'une façon qui serra le cœur de Simone. Le capitaine Laurent s'agenouilla près du soupirail et dirigea sa lampe torche vers l'intérieur. Ce qu'elle vit la fit blêmir. « Il y a quelqu'un là-dedans », annonça-t-elle. « Je vois une forme humaine. Elle bouge. » L'ouverture était trop étroite pour qu'un adulte puisse y passer facilement. Les pompiers durent élargir le passage en déplaçant soigneusement les pierres, opération qui prit une bonne demi-heure. Pendant ce temps, Rex ne cessait d'aboyer en direction de l'ouverture et une voix faible leur parvint de l'intérieur. « Rex! Rex, c'est toi !» Simone poussa un cri étouffé. Elle reconnaissait cette voix, même affaiblie, même altérée par la souffrance. « Jacques, Jacques, c'est maman. On arrive, mon chéri. Maman !» La voix se brisa. « Maman, vous êtes vraiment là. » Quand l'ouverture fut suffisamment élargie, le premier pompier qui descendit dans ce qui s'avérait être une cave naturelle sous la cabane découvrit un spectacle qui le hantrait longtemps. Jacques Durand était là,
Vivant, mais dans un état squelettique similaire à celui de son chien, il était attaché à un anneau scellé dans la paroi rocheuse par une chaîne qui lui permettait de bouger dans un rayon de quelques mètres. Près de lui, plusieurs bouteilles d'eau vides et quelques boîtes de conserve témoignaient de conditions de survie précaires. Mais ce qui glaça le sang du pompier, c'est qu'à côté de Jacques, recouverte d'une bâche militaire, se trouvait une autre forme humaine, immobile. Marie, murmura Jacques quand les secours l'atteignirent. Marie est... Ils l'ont tuée il y a 6 mois. J'ai essayé de la sauver. En surface, Simone pleurait de soulagement et de douleur mêlée. Son fils était vivant, mais sa belle-fille, qu'elle chérissait comme sa propre fille, était morte. L'évacuation de Jacques prit plus d'1 heure. Il était si faible qu'il fallut l'hisser avec un système de poulies improvisé par les pompiers. Quand il émergea enfin à la surface, éclairé par les derniers rayons du soleil d'octobre, Rex se jeta sur lui avec les dernières forces qui lui restaient. La scène était bouleversante. Un homme de 53 ans réduit à l'état de squelette, serrant contre lui un chien qui avait parcouru 15 kilomètres de forêt dense pour aller chercher du secours, tandis qu'autour d'eux, une équipe de sauveteurs professionnels ne parvenait pas à retenir ses larmes. « Qui vous a fait ça ?» manda le capitaine Laurent, pendant que les secours préparaient Jacques pour le transport d'urgence. La réponse de Jacques allait déclencher la plus importante opération de police de la région depuis des années. « Claude Morvan », murmura-t-il. « L'ancien garde forestier, et d'autres. Un réseau. Ils trafiquent de la drogue par la forêt. Nous les avons vus par hasard et... » Il ne put continuer, l'émotion et l'épuisement l'empêchant de parler davantage. Mais cette révélation suffit au capitaine Laurent pour comprendre qu'elle ne se trouvait pas seulement face à un enlèvement, mais à une affaire de trafic de stupéfiants impliquant des fonctionnaires corrompus. Pendant qu'on évacuait Jacques vers l'hôpital d'Orléans, une question lancinante restait sans réponse. Où se trouvait Claude Morvan maintenant ? Et surtout, savait-il que Rex avait réussi sa mission et que son réseau venait d'être découvert ? La réponse à cette question allait arriver plus tôt que prévu, et d'une façon que personne n'avait anticipée. Pendant que l'ambulance transportait Jacques vers l'hôpital d'Orléans, sirène hurlante dans la nuit tombante, le capitaine Laurent coordonnait déjà les opérations depuis la clairière. Elle avait immédiatement contacté l'OCRTIS, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, et la BRI d'Orléans. Si Jacques disait vrai sur l'existence d'un réseau de trafiquants utilisant la forêt solognote, l'affaire dépassait largement les compétences d'une simple brigade de gendarmerie locale. Thomas Leblanc, qui aidait à sécuriser la scène de crime, semblait particulièrement nerveux. Il consultait fréquemment son téléphone portable et jetait des regards inquiets vers les environs de la clairière. « Tout va bien, monsieur Leblanc ?» lui demanda le brigadier Dupont qui avait remarqué son comportement. « Oui, c'est juste que cette histoire me perturbe. Dire que Morvan était impliqué dans un trafic de drogue, je n'arrive pas à y croire. Simone, elle, était restée près de l'entrée de la cave souterraine, incapable de s'éloigner de l'endroit où son fils avait survécu pendant 2 ans. Rex, épuisé par l'émotion et l'effort, s'était endormi à ses pieds, mais d'un sommeil agité ponctué de gémissements. Vers 20 heures, les renforts arrivèrent d'Orléans. Une équipe de l'identité judiciaire, des enquêteurs spécialisés dans les stupéfiants, et un commandant de police judiciaire, François Mercier, qui prit immédiatement la direction des opérations. « Madame Durand, dit le commandant Mercier en s'approchant de Simone, je sais que cette épreuve est terrible pour vous, mais j'aurais besoin que vous me parliez de Claude Morvan. Vous le connaissiez bien ?» Simone réfléchit avant de répondre. Claude était garde forestier ici depuis une 15aine d'années, un homme discret, efficace. Jacques l'appréciait bien. Il venait parfois boire l'apéritif à la maison quand il passait dans le secteur. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être mêlé à quelque chose de louche. À quand remonte sa mutation vers les Vosges? Février 2022, je crois. Il avait dit qu'il voulait se rapprocher de sa famille. Le commandant Mercier nota soigneusement ces informations. Et Monsieur Leblanc, son remplaçant, vous le connaissez depuis longtemps? Thomas? Il est arrivé au printemps 2022.
un garçon charmant, très serviable. Simone s'interrompit, remarquant l'expression du commandant. « Pourquoi ces questions sur Thomas ? Simple vérification de routine, madame. » Mais le commandant Mercier mentait. En réalité, ces hommes venaient de découvrir quelque chose de troublant en fouillant la cave où Jacques avait été retenu. Des provisions récentes, des médicaments et surtout un trousseau de clés marqué « Eaux et forêts » avec le numéro d'immatriculation du secteur local. Thomas Leblanc, qui se trouvait à quelques mètres de là, avait pâli en entendant cette découverte. Il s'éloigna discrètement du groupe, prétextant un appel téléphonique urgent. « Commandant » appela un des enquêteurs de l'identité judiciaire. « Nous avons trouvé autre chose. » Il tenait dans sa main gantée un petit cahier à spirale, aux pages jaunies par l'humidité. C'était caché sous le matelas de fortune de la victime. Le commandant ouvrit délicatement le cahier. Dès les premières lignes, il comprit qu'il tenait le journal de captivité de Jacques Durand, un témoignage accablant sur 2 années d'enfer. 15 octobre 2021. Premier jour. Morvan nous a surpris alors qu'on avait découvert leur cache de drogue près de l'étang des Renards. Marie essayait de prendre des photos avec son téléphone. Ils nous ont assommés et emmenés ici. Morvan dit qu'on sera libéré si on se tait. Je n'y crois pas. 20 octobre 2021, 5e jour. Il garde Marie dans un autre endroit. Morvan vient me voir tous les jours. Il dit que si je parle à quelqu'un, ils la tueront. Il y a d'autres hommes avec lui, des accents étrangers, européens de l'Est, je crois. 2 novembre 2021. Rex était avec nous quand ils nous ont pris. Ils l'ont enfermé dans un enclos plus loin dans la forêt. Je l'entends aboyer parfois. Morvan s'en sert comme moyen de pression. Le commandant Mercier sautait les pages, cherchant des informations récentes. 12 mars 2023. Marie est morte hier. Ils l'ont tuée parce qu'elle avait essayé de s'échapper. Morvan avait l'air sincèrement désolé, mais il dit que c'était nécessaire pour préserver le secret. Je veux mourir. 15 août 2023. Nouveau garde forestier depuis plus d'1 an. Thomas Leblanc. Il vient me voir en secret. Dit qu'il va m'aider à m'échapper. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Cette dernière entrée fit sursauter le commandant. Il leva les yeux et chercha Thomas Leblanc du regard, mais celui-ci avait disparu. « Où est Leblanc » demanda-t-il sèchement au brigadier Dupont. « Il était là il y a 2 minutes. Il a dit qu'il allait vérifier quelque chose près des véhicules. » Le commandant Mercier comprit immédiatement le danger. Il continua sa lecture du journal, de plus en plus inquiet. 3 septembre 2023. Thomas m'a expliqué la situation. Morvan a été muté parce qu'il devenait trop nerveux, mais le réseau continue. Thomas a pris sa place dans l'organisation. Il dit qu'il ne peut pas me libérer tout de suite sans risquer de faire capoter une enquête plus large. Je commence à comprendre qu'il me ment. 28 septembre 2023. Thomas m'a dit que les autorités se rapprochent. Il va falloir que je disparaisse définitivement bientôt. Il m'a donné cette plaque avec des coordonnées GPS, dit que si quelque chose lui arrive, Rex pourra l'emmener aux autorités. Je crois qu'il me prépare ma propre mort. Le commandant referma brutalement le carnet. Tout le monde en position. Leblanc fait partie du réseau. Il peut être armé et dangereux. Mais il était trop tard. Un coup de feu claqua dans la forêt, suivi immédiatement par des cris de douleur. Puis la voix de Thomas Leblanc retentit dans la clairière. « Personne ne bouge, j'ai Madame Durand avec moi. » Dans la confusion qui avait suivi la découverte du journal, personne n'avait fait attention à Simone. Thomas avait profité de cette négligence pour s'approcher d'elle discrètement et l'emmener à l'écart, son arme de service pointée sur sa tempe. « Vous avez trouvé le journal ?» continua Thomas depuis l'orée de la clairière. « Tant mieux. Ça m'évite d'avoir à tout expliquer. » Le commandant Mercier s'avança lentement, les mains bien visibles. « Thomas, lâchez cette arme. Madame Durand n'a rien fait de mal. »« Madame Durand a eu le malheur d'avoir un fils trop curieux, » répliqua Thomas. « Vous savez combien d'argent passe par cette forêt chaque mois? Des millions d'euros de cocaïne et d'héroïne en provenance d'Anvers. Une route parfaite, discrète, que personne ne surveillait, jusqu'à ce que Jacques et Marie tombent dessus par hasard. Pourquoi avoir gardé Jacques en vie si longtemps?
demanda le commandant, espérant gagner du temps pendant que ses hommes se positionnaient. Thomas eut un rire amer. Parce que Claude Morvan était un sentimental. Il ne supportait pas l'idée de tuer un vétérinaire qui avait soigné ses chiens pendant des années. Alors, on l'a gardé en se disant qu'on trouverait une solution. Mais les années ont passé, et il fallait bien finir par prendre une décision. Et vous étiez cette solution ? J'étais censé éliminer le problème discrètement, faire croire à un suicide du prisonnier. Mais ce foutu chien a tout compliqué. Rex s'est échappé de son enclos il y a 3 semaines, et j'ai pas réussi à le retrouver. J'espérais qu'il crèverait dans la forêt, mais non, il a fallu qu'il vienne jouer les héros. Simone, malgré la peur qui l'étreignait, trouva la force de parler. « Vous avez tué Marie, n'est-ce pas ?»« C'était pas prévu, » répondit Thomas, et pour la première fois, sa voix trahit une certaine émotion. Elle avait réussi à s'enfuir de sa prison. Elle était arrivée jusqu'à la route départementale quand on l'a rattrapée. Morvan a paniqué et il ne termina pas sa phrase. Dans la forêt environnante, le commandant Mercier pouvait entendre ses hommes se positionner silencieusement. Rex, malgré son épuisement, s'était réveillé et grondait sourdement en direction de Thomas. « Il vous déteste », observa Simone. « Rex vous a toujours détesté. Je me demandais pourquoi. Maintenant je comprends. » « Les animaux sentent la mort, » murmura Thomas. Rex savait que j'étais celui qui apportait la nourriture à Jacques, mais il savait aussi que j'étais son geôlier. C'est à ce moment-là que tout bascula. Rex, puisant dans ses dernières forces, bondit vers Thomas en aboyant furieusement. Le garde forestier, surpris, recula d'un pas et relâcha momentanément sa prise sur Simone. Ce fut suffisant. Le brigadier Dupont, positionné derrière un chêne, tira au taser. Thomas s'effondra, convulsé par la décharge électrique, son arme tombant dans les feuilles mortes. En quelques secondes, il était maîtrisé et menotté. L'enquête venait de prendre un tournant décisif, mais de nombreuses questions restaient encore sans réponse. L'arrestation de Thomas Leblanc déclencha la plus vaste opération antidrogue jamais menée en région Centre-Val de Loire. Dans les heures qui suivirent, les enquêteurs de l'OCRTIS découvrirent l'ampleur du réseau qui utilisait la forêt de Sologne comme point de passage depuis près de 10 ans. Les aveux de Thomas, confrontés aux preuves accumulées et aux témoignages de Jacques depuis son lit d'hôpital, révélèrent un système sophistiqué. La drogue arrivait d'Anvers par camion jusqu'à des entrepôts de la région parisienne, puis était redistribuée vers le sud de la France par de petits véhicules qui traversaient la Sologne en empruntant les chemins forestiers. Claude Morvan, puis Thomas après lui, garantissaient de l'absence de contrôle sur ces routes clandestines. Le réseau impliquait plus d'une quinzaine de personnes. Chauffeurs, guetteurs, responsables d'entrepôts, et même un adjoint au maire de Lamotte-Beuvron qui fermait les yeux sur certaines activités suspectes en échange de substantiels pots de vin. Claude Morvan fut arrêté dans son chalet des Vosges 3 jours plus tard. Confronté aux preuves, il s'effondra et avoua tout. L'enlèvement du couple Durand, la mort de Marie lors de sa tentative d'évasion, l'emprisonnement de Jacques pendant 2 ans. Il expliqua qu'au départ, il pensait pouvoir raisonner Jacques et Marie, leur faire comprendre qu'ils devaient garder le silence moyennant compensation financière, mais le couple avait refusé tout compromis. « Ils étaient trop honnêtes », déclara Morvan lors de son interrogatoire. Jacques répétait qu'il était vétérinaire, qu'il avait prêté serment de protéger la vie. Il ne pouvait pas fermer les yeux sur un trafic de drogue, même pour sauver sa peau. Les interrogatoires révélèrent aussi comment Rex avait survécu pendant 2 ans. Thomas l'avait gardé en vie, d'abord comme moyen de pression sur Jacques, puis par attachement sincère au chien. Il l'avait installé dans un enclos de fortune près de la cache de stupéfiants, lui apportant régulièrement de la nourriture et des soins vétérinaires. Rex était devenu le symbole de ma culpabilité, avoua Thomas. Chaque fois que je le regardais, je voyais le reproche dans ses yeux. Je savais qu'il comprenait que j'étais responsable de la séparation d'avec ses maîtres. L'évasion de Rex avait été fortuite. Un orage particulièrement violent en septembre 2023 avait endommagé son enclos et le chien avait profité d'une absence de Thomas pour s'échapper. Pendant 3 semaines, il avait erré dans la forêt, affaibli mais déterminé à retrouver Jacques.
Il revenait souvent près de la cache, raconta Thomas. Je le voyais parfois à la lisière des bois, mais je n'arrivais pas à l'approcher. Il était devenu méfiant, sauvage. Puis un jour, il a disparu complètement. J'ai pensé qu'il était mort. En réalité, Rex avait réussi à localiser la prison de Jacques. Comment avait-il découvert cette cave cachée? Le mystère ne fut jamais complètement élucidé. Mais Jacques avait sa théorie. Rex a toujours eu un flair exceptionnel, expliqua-t-il aux enquêteurs depuis son lit d'hôpital. Je pense qu'il a suivi mon odeur, ou peut-être qu'il m'a entendu l'appeler quand Thomas me donnait à manger. Les chiens ont une ouïe bien plus fine que la nôtre. Ce qui était certain, c'est que Rex avait passé plusieurs jours près de la cave avant de prendre la décision de partir chercher du secours. Jacques se souvenait de l'avoir entendu gratter au-dessus de sa tête, mais il n'avait pas osé l'appeler, de peur d'attirer l'attention de ses geôliers. « C'est Thomas qui lui a mis la plaque avec les coordonnées GPS », révéla Jacques. Il était venu me voir la veille de l'évasion de Rex. Il m'a dit que les autorités se rapprochaient et qu'il allait devoir me faire disparaître définitivement. Mais il m'a aussi dit qu'il ne supportait plus cette situation. Il a gravé les coordonnées sur cette plaque en me promettant que si Rex arrivait à s'échapper et à la porter jusqu'au village, quelqu'un comprendrait le message. Cette révélation surprit les enquêteurs. « Vous voulez dire que Leblanc vous a aidé à organiser votre sauvetage ?» Jacques hocha faiblement la tête. Thomas était tiraillé entre sa cupidité et sa conscience. Il gagnait beaucoup d'argent avec ce trafic, mais il n'était pas un tueur dans l'âme. Quand il a compris que le réseau allait l'obliger à m'éliminer, il a voulu me donner une dernière chance. Pourquoi ne pas vous avoir libéré directement? Parce qu'il savait que ses complices l'auraient tué s'il l'avait découvert. Cette plaque sur Rex était son compromis, me donner une chance de survie sans se compromettre complètement. Le procès qui s'ouvrit 6 mois plus tard à Orléans fit sensation dans toute la France. L'affaire Durand était devenue le symbole de la corruption qui pouvait gangrener même les administrations les plus respectables. 16 personnes furent condamnées, dont Claude Morvan, qui écopa de 25 ans de réclusion criminelle pour enlèvement, séquestration et meurtre. Thomas Leblanc, en raison de sa coopération avec la justice et du fait qu'il avait finalement permis le sauvetage de Jacques, fut condamné à 15 ans de prison. Lors de son dernier témoignage, il s'adressa directement à Simone. « Madame Durand, je sais que mes excuses ne ramèneront pas Marie et ne répareront pas les 2 années d'enfer qu'a vécu votre fils. Mais je veux que vous sachiez que Rex m'a sauvé moi aussi. En me forçant à affronter ce que j'étais devenu, il m'a redonné un peu d'humanité. » Simone ne répondit pas. Elle était venue au procès pour entendre la vérité, pas pour pardonner. La récupération de Jacques fut longue et difficile. Physiquement, il lui fallut près d'1 an pour retrouver un poids normal et pour que ses muscles reprennent de la force. Psychologiquement, les cicatrices étaient plus profondes. Il souffrait de cauchemars persistants, d'attaques de panique et ne supportait plus de rester enfermé dans des espaces clos. Le plus difficile, confia-t-il à sa mère pendant sa convalescence, c'est la culpabilité. Pourquoi ai-je survécu et pas Marie? Pourquoi Rex a-t-il réussi à s'échapper pour me sauver alors que je n'ai pas pu sauver ma femme? Rex, lui, retrouva progressivement la santé sous les soins attentifs du docteur Mercier. Mais le chien avait lui aussi changé. Il était devenu plus calme, plus observateur, comme s'il avait acquis une sagesse douloureuse au cours de son odyssée. Il ne quittait plus Jacques d'1 mètre, dormant près de son lit, et l'accompagnant partout avec une fidélité qui touchait tous ceux qui les voyaient ensemble. La maison familiale de Simone retrouva progressivement une certaine sérénité. Jacques s'y installa temporairement, le temps de se reconstruire. Il ne pouvait plus vivre dans la ferme qu'il avait partagée avec Marie, trop de souvenirs douloureux. Mais il n'était pas encore prêt à affronter la solitude d'un nouveau logement. Les soirées se passaient souvent en silence, les 3 générations de la famille Durand réunies autour de la table de la cuisine, Simone, Jacques et Rex. Chacun portait ses blessures, mais ils se soutenaient mutuellement dans leur processus de guérison. 1 an après le sauvetage, Jacques prit une décision importante. Il allait créer une association d'aide aux familles de personnes disparues.
Son expérience de la captivité et celle de sa mère qui avait vécu 2 ans d'incertitude totale lui donnaient une compréhension unique de ce que traversaient ces familles. « Je veux que mon calvaire serve à quelque chose », expliqua-t-il, « qu'aucune famille ne se sente abandonnée comme nous l'avons été. » L'association Rex Espoir, qu'il créa avec l'aide de Simone, se donna pour mission d'accompagner les familles de disparus, de financer des recherches privées quand les moyens officiels s'avéraient insuffisants, et de sensibiliser les autorités à l'amélioration des procédures de recherche. Le symbole de l'association était naturellement Rex, devenu malgré lui une célébrité nationale. Son histoire avait fait le tour des médias français, le chien fidèle qui avait survécu 2 ans en captivité avant de parcourir 15 kilomètres de forêt pour sauver son maître. Des dizaines de lettres arrivaient chaque semaine chez Simone, d'enfants qui voulaient adopter un chien comme Rex, d'adultes qui racontaient leurs propres histoires de fidélité animale. Mais Rex restait indifférent à sa célébrité. Il avait une seule obsession, veiller sur Jacques. Quand ce dernier sortait faire des courses au village, Rex l'attendait devant la porte jusqu'à son retour. Quand Jacques recevait des journalistes ou des responsables de l'association, Rex s'installait à ses pieds et ne bougeait plus. « C'est comme s'il avait peur que je disparaisse de nouveau », observait Jacques avec émotion. « Il a perdu Marie, il m'a vu souffrir pendant 2 ans. Maintenant, il veut s'assurer que ça n'arrive plus jamais. » 2 ans après le sauvetage, en octobre 2025, la famille organisa une cérémonie particulière dans la forêt de Sologne. À l'endroit exact où Rex avait mené les secours, ils installèrent une plaque commémorative en mémoire de Marie Durand. Malgré les souvenirs douloureux associés à cette forêt, Jacques avait tenu à ce que sa femme soit honorée là où elle avait vécu ses derniers moments. « Marie aimait cette forêt », dit-il devant la petite assemblée réunie pour l'occasion. Elle ne voudrait pas qu'on la déteste à cause de ce qui nous est arrivé. Cette forêt n'était pas coupable, seuls les hommes qui l'ont souillée l'étaient. Simone, maintenant âgée de 76 ans, avait retrouvé une forme de paix. Elle avait récupéré son fils, même abîmé par l'épreuve. Elle avait vu la justice punir les coupables. Et elle avait compris que Rex était plus qu'un simple chien. Il était le gardien de sa famille, celui qui avait préservé ce qui restait de bonheur possible après la tragédie. Lors de cette cérémonie, Rex fit quelque chose qu'il n'avait plus fait depuis son retour. Il s'éloigna de Jacques pour explorer les environs. Pendant quelques minutes, il redevint le chien de chasse d'autrefois, flairant les pistes, la queue battante, insouciant. « Il guérit lui aussi », murmura Jacques en l'observant. « Nous guérissons tous. » En rentrant au village ce soir-là, Simone réalisa que pour la première fois depuis octobre 2021, elle n'éprouvait plus cette angoisse permanente qui lui nouait l'estomac. Son fils était sauvé, les coupables étaient punis, et Rex était redevenu le chien joyeux qu'elle avait connu. L'histoire de la famille Durand était devenue celle d'une résurrection, celle d'un homme qui avait survécu à l'impensable, celle d'une mère qui n'avait jamais cessé d'espérer, et celle d'un chien dont la fidélité avait défié tous les obstacles. Mais cette histoire était aussi un témoignage sur la corruption qui peut se cacher derrière les apparences les plus respectables, et sur l'importance de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Le dernier chapitre de cette saga s'écrivit le 15 octobre 2026, exactement 5 ans après la disparition initiale. Ce jour-là, Jacques épousa en secondes noces Pauline Mercier, la fille du vétérinaire qui avait soigné Rex, une femme douce et patiente qui avait su apprivoiser ses peurs et l'aider à se reconstruire. Rex était témoin de cette union, portant fièrement autour du cou un nœud papillon blanc. Pour la première fois depuis des années, il semblait avoir retrouvé l'insouciance d'autrefois. Dans son discours de mariage, Jacques déclara « Rex nous a enseigné que l'amour véritable ne connaît pas de limites. Il a traversé la forêt, affronté le danger, et n'a jamais renoncé. Grâce à lui, j'ai compris que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut survivre. » Simone, assise au premier rang, tenait dans ses mains la plaque métallique que Rex avait portée ce fameux jour d'octobre 2023. Elle l'avait fait encadrer et en avait fait le symbole de sa famille.
47 pile 1856, 2734, les coordonnées du miracle. Cette histoire nous rappelle que derrière les façades les plus paisibles peuvent se cacher les secrets les plus sombres, mais aussi que l'amour et la fidélité peuvent triompher des épreuves les plus terribles. Elle nous enseigne que parfois, le salut peut venir de là où on l'attend le moins, des pattes d'un chien qui refuse d'abandonner ceux qu'il aime. Qu'avez-vous pensé de cette histoire bouleversante? Aviez-vous deviné l'implication de Thomas Leblanc? Comment un homme peut-il survivre 2 ans en captivité et garder l'espoir? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ce type d'enquête vous passionne et que vous voulez découvrir d'autres mystères résolus grâce à des circonstances extraordinaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à vous raconter ces histoires vraies qui restaurent notre foi en la nature humaine et animale. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie les récits de courage et de fidélité. Car c'est en célébrant ces exemples de dévouement que nous pouvons espérer voir plus de Rex dans nos vies. Ces êtres exceptionnels qui nous rappellent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel.